Bonsoir à tous, bonsoir, avec un jour de retard, désolé. Hier soir j'étais un petit peu à la bourre et j'avais des choses à faire et du coup je me suis retrouvé trop tard pour lancer le stream, donc tant pis. Donc on se retrouve ce soir pour Grandeur et misère des Calini, qui n'est pas le livre que vous voyez sur l'image mais ça viendra. Donc Grandeur et misère des Calini fait à peu près 220 pages. Il est paru en 2023. Son auteur, donc vous voyez, c'est Muriel de Rangervais, et vous le trouvez normalement au prix de 16 €. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Donc l'auteur, Muriel Roland de Rangervais, c'est une historienne et romancière qui est née en 1975, qui est passée par Normal Sup. C'est une agrégée d'histoire géo, qui est une spécialiste du centrisme politique français, qui a enseigné quelques années à l'université avant de se faire plume politique, où elle a travaillé pour François Bayrou et Hervé Morin, donc de grands noms. Et elle a été chef de cabinet à l'Assemblée nationale. Il me semble qu'aujourd'hui elle est pleinement écrivain. Grandeur et misère des Calini, c'est son 3e roman. Après j'ai vu qu'elle travaillait peut-être au conseil départemental du Finistère, mais enfin, vous m'excuserez, ça n'a que peu d'importance. En d'autres temps, sa vie aurait été plus passionnante comme la nôtre, mais malheureusement, tout le monde n'est pas Malaparte, donc ne nous étalons pas plus que ça. Alors, comme vous l'avez vu au travers des restitutions précédentes, et comme vous le verrez dans les restitutions suivantes, je dois lire très sincèrement 1 ou 2 livres contemporains par an au maximum. Je suis un petit peu une bille en auteurs actuels. Je trouve que c'est de la merde par principe, hein, sans raison particulière. Disons que c'est plus simple parce que dans le cas de livres un petit peu moins récents, le temps fait son œuvre, on sait ce que l'on a entre les mains, donc on est un petit peu capable ou en tout cas le temps a pu tamiser la chose, et très souvent ce qui dure est ce qui est bon. Toujours, bien sûr, parce que la postérité est ingrate, donc dans les 2 cas, parfois le tamis ne fonctionne pas, mais souvent, en tout cas c'est le cas, si vous avez un livre qui est resté dans l'histoire, c'est pour de bonnes raisons. Et puis, qu'en appréciant l'histoire avec un grand H aussi, eh bien le roman est aussi un instantané d'un temps, du passé, qui est très souvent complémentaire des faits, puisqu'il leur apporte l'esprit. Or, l'esprit de notre temps, comme tout le monde, comme vous, je le vis, et donc je suis quand même capable un petit peu de le saisir. Voilà, donc mon opinion peut ne pas être la plus éclairée de toutes quand il faudra en juger de ce livre, mais voilà, faut avouer est à demi pardonné, donc voilà, vous m'aurez pardonné à moitié. Les termes, oui, non, mais je sais pas si les termes sont justes, en tout cas ce sont les miens. Donc voilà, je pense que c'est de la merde. Ça tient aussi à une méfiance au-delà du livre devant un petit peu les intellectuels de notre temps, que le livre soit un roman ou quelque chose de plus académiquement savant, notamment devant ce que je considère non pas comme une trahison d'éclair pour faire du titre dropping, ça fait bien, mais au moins un petit peu une démission d'éclair. Dans les livres précédents dont j'ai pu parler, beaucoup des auteurs qu'on a évoqués ont été bien engagés dans leur temps. Les nôtres sont très souvent des désengagés, se contentant au mieux de raconter leur petite histoire, qui par ailleurs peut tout à fait être intéressante, mais qui est souvent peu soutenue par des engagements personnels aptes à nous faire un petit peu vibrer, quoi, un peu de peau sur la table, comme disait ce bon vieux Louis Ferdinand. Donc voilà, c'est un défilé de normaliens, d'agrégés, de docteurs, mais voilà, pas franchement apte à nous passionner. Et enfin, d'un point de vue purement lié à ce travail que je fais, quoi, de restitution, ça rend les possibilités d'illustration beaucoup plus délicates, en tout cas moins intéressantes, parce que très souvent c'est lié à une personne actuelle, donc au-delà de sa trogne et de 2-3 éléments, bon, c'est toujours un petit peu compliqué.
Mais bon, il faut aussi ouvrir les yeux sur son propre temps et ce que les gens en disent. Donc voilà, il faut un petit peu faire le boulot et s'intéresser quand même à ses contemporains, un minimum on va dire. Sinon on est susceptible de passer quand même à côté de certaines choses. Bon, parlons rapidement du contexte, du contenu du livre. D'abord, c'est une fiction transparente. Madame Muriel de Rangervais est membre de la grande famille de Roland, grande famille bretonne, Roland de Rangervais en l'espèce. Et donc les Caligny, dans le livre Les Ernaud de Caligny, en sont la reproduction littéraire. Comme le narrateur ou la narratrice, hein, peu importe, mais je mets tout au masculin parce que bon, c'est des conventions, on a toujours fait comme ça. Elle est issue de ce qu'on appelle largement la classe moyenne. Elle a épousé un homme de grande famille. Et finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher pour reformer cette petite pelote contextuelle pour le livre. Mais bon, là n'est pas forcément l'intérêt. Il est, en plus de ça, impossible de reconstituer ce qui est du ressort du plus pur réel, inspiré de sa vie, et ce qui est de l'invention. Voilà, c'est très délicat dans cette matière. Est-ce que ce sont les seuls noms qui sont changés? Est-ce que c'est plus? Bon, peu importe à la limite, c'est l'histoire qui comptera. Vous avez le blason des Roland de Rangervais. Le titre, pour les plus érudits d'entre vous, cette grandeur et misère, eh bien, le titre renvoie autant au Balzac des courtisanes qu'au Pascal des hommes de la cour. Les propos ne viendront pas démentir cette filiation. Et donc, très simplement, on peut dire que le livre est une dissection de la désagrégation de la classe nobiliaire des années 60 à aujourd'hui, dans cette France de la Ve République qui les voit finalement renoncer à la distinction intellectuelle après avoir renoncé bien d'abord à leur rôle politique, leurs prébendes économiques, leur supériorité morale et sociale. Alors on peut tempérer la chose en disant que l'on ne saurait faire d'un cas d'espèce une généralité, c'est sans doute vrai, et eh bien ce cas d'espèce dans le livre, c'est celui des Caligny, donc. Eh bien voilà, suivez votre Cicérone et entrons dans l'œuvre et posons-nous la question, en tout cas dans le roman, de la grandeur à la misère, eh bien comment? Eh bien nous pénétrons d'abord la maison du mort, Gabriel Ernaud de Caligny, mort dans l'anonymat, dans notre temps, qui triomphe de l'inégalité des hommes par leur faim. On pourrait dire que la mort est le plus grand de tous les Monsieur Égalité, de tous les Philippe Égalité, mais nous savons que jusqu'à un temps, les grands noms se perpétuaient par-delà la mort. Un nom glorieux a donc disparu, comme le premier et le dernier des hommes, un simple souffle attrapé au vol par le destin. Alors comment cet homme au nom prestigieux a pu finir dans un taudis de fortune? Qui est ce génie inadapté au siècle? Je cite l'auteur. Je veux comprendre. Comment l'on passe d'une naissance dorée, les fait pencher sur le berceau du fils de comte, futur comte, à la maison du mort maudit. Voilà donc le but de cette plongée dans la vie d'un homme. Et donc notre homme de semi-fiction, est né en 1942 dans la grande noblesse de vieille mémoire, ce côté de Guermantes que le XXe siècle naissant n'avait pas su dissoudre encore, mais avait su déjà lier à la bourgeoisie dorée sur feuille. Jeunesse cossue, jeunesse rebelle des années 60, cette soif de liberté qui fait le mauvais sujet, et une éducation détachée et sans effusion, loin de notre actuelle parentalité protectrice. Cet homme, qui est loin de ce que nous connaissons, de nos habitus et comportements, de cette caste dure, cette caste arrogante, hautaine, au temps de la République devenue égalitaire, qui possède encore des armoiries et surtout les connaît. Je ne saurais plus dire dans quel exposé j'en avais parlé, peut-être de mémoire à l'occasion des œuvres de Von Keyserling, mais voilà en tout cas des hommes qui transportent une charge avec leur nom. Alors il est naturel que nous les jugions à leurs actes et leurs mérites, comme tout un chacun, comme est naturel
de leur côté, le fait, disons, que certains puissent sentir ce patronyme hors du siècle comme un effort d'adaptabilité supplémentaire à fournir dans un temps qu'il ne les reconnaît plus. Reprenons le fil du sujet. Qui était donc cet homme, marié à une femme de la petite bourgeoisie, devenue par contamination elle-même plus noble que les nobles, cet homme intelligent qui fléchit devant la beauté et l'affectation d'un esprit féminin somme toute limité, et de l'autre côté cette femme gracieuse en adoration, elle, de la culture classique de son mari, ce Gabriel Ernaud de Caligny. Les années 60 donc, l'apparence devenue au centre de toutes les préoccupations, au diable le sang bleu, l'enflure plus que l'élégance, et le début du plongeon d'une classe qui ne dispose plus au mieux que d'un vocabulaire étendu et peut-être mieux choisi que le nôtre. Ce sont donc ces classiques années 60, de gens qui ont du bien, la bande de copains, les petits boulots l'été, l'ennui surtout, et partout, tout le temps. Et peut-être la seule différence avec notre époque actuelle, l'espoir du mariage proche en plus. La bourgeoisie est déjà à l'avant-garde, les études ennuient, on préfère sortir et jouer au billard, on n'est performant qu'à la procrastination. Le passé, pour la narratrice, se reconstitue par les photos et les écrits. Déjà, le mariage se place sous le signe du manque d'argent, puisque les Ernaud de Caligny sont grands seigneurs mais mauvais payeurs. Mais, à l'heure du mariage, en 1966, je cite l'auteur, le bonheur est nécessairement promis aux amoureux beaux et bien nés. Après tout, nous sommes encore, et on en parle assez, nous sommes encore dans ces années de cocagne, celles que nous brocardons tant aujourd'hui, où, à peine lancé dans la vie, sans diplôme de grande valeur, sans vraie envie de travailler, l'on peut sans peine se trouver une petite place comme assistante d'un avocat et député ou salarié d'une entreprise pétrolière. Concession à la modernité du temps, voilà que les femmes à particules se mettent à travailler. Le meilleur des deux mondes, donc, une vie bourgeoise et comtale, de shopping et de farniente, la vie presque de nos influenceurs, les réseaux sociaux en moins, un restant de dignité et de pudeur, et le mépris du petit bourgeois en plus. Quoique ce dernier est sans doute tout aussi méprisé aujourd'hui, il l'a toujours été, que ce soit pour son statut, pour ses concessions à la modération, pour son conformisme. Une vie où, je cite, la prospérité se payait par la soumission au signe de la richesse. Et une époque où, finalement, la consommation devient maladie furieuse. Dès le début des années 70, Gabriel s'installe à son compte comme restaurateur de voitures anciennes dans la propriété familiale. Quant à la comtesse, qui finalement arrêta bien vite de travailler, eh bien, elle était au-dessus des tâches ménagères du commun des mortels, et finalement le couple laisse la poussière s'installer jusqu'aux plus étroits recoins de leur vie. Vaincue par le temps, la comtesse n'est rien de plus qu'une grande dame à la moue dédaigneuse, aux commérages oisifs, noyée dans des séries télévisées abrutissantes, image en miroir de la femme du peuple qu'elle refuse d'être, et à qui il ne reste que le mépris à distribuer à profusion pour les pauvres, les fonctionnaires, les bourgeois, le populaire, le politique, tout ce qui trahit l'appartenance à un autre monde que le sien. Notre couple de Caligny appartient, je cite, à la première génération de la noblesse qui fut contrainte de s'adapter au monde moderne. Ils y échouèrent complètement, tristement, tragiquement. Alors c'est sans doute quelque peu exagéré, la concession à la modernité, un lecteur de Proust la contestera, elle est déjà ancienne, mais cela reste en partie vrai parce que, il est évident que le monde a changé, notamment post-45. À partir des années 80, le déclin familial s'installe, on ne peut renoncer à son train de vie, l'espoir d'une vie meilleure remplit l'assiette, on vit d'idéal, comme tous ceux qui n'ont aucune conscience des réalités matérielles qui est celle de ces gens vulgaires qui font rentrer de l'argent pour survivre. La précarité est bonne pour ceux qui n'ont aucune supériorité à vendre. Car l'homme n'est pas qu'un noble, il est aussi un artiste entouré d'un milieu populaire qu'il fascine de sa culture classique, en homme de l'ancien temps, vomissant toute cette plèbe enrichie qui, in fine, préside à son destin.
ce sont les renoncements individuels et de couple à mesure que les rêves s'éloignent, que le provisoire devient définitif, et où l'on rejoint le plus trivial, le populo, celui qui achète sa mort à crédit, aurait dit Céline. On lui ressemble à mesure que l'on veut lui échapper. Drôle de famille donc, qui en 50 années saura dilapider tout un patrimoine, se séparant d'une histoire qui ne lui appartenait pas directement, préférant se délester de sa mémoire que de son train de vie, et qui, une fois la mort arrivée, ressemble plus à des hyènes autour d'une carcasse qu'à une famille, se vouant cette haine inexpiable des déchus. Si des questions surgissent quant aux tares héréditaires qui circulent maintenant dans le sang des descendants, le livre se conclut sur la réhabilitation de notre comte de Calénie, malgré ses déboires et ses défauts, malgré on va dire la fin tragique d'une famille qui a dilapidé tout son bien. Cet homme vécut selon ses principes, éloigné des préoccupations matérielles dans sa propre conception spirituelle. Peut-être n'est-il pas l'aboutissement d'une fin de race, mais simplement la révolte de l'esprit. Voilà donc pour le propos du livre, propos assez court. Le livre en lui-même de toute façon ne fait que 220 pages, donc ça va assez vite. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Qu'en ai-je pensé? Qui est toujours la suite de notre propos. Alors qu'en ai-je pensé? C'est un bon livre. Il est certain que le thème s'y prêtait, de par cet héritage du nom, de par le décalage entre notre modernité contemporaine et la charge d'histoire d'un tel patronyme, et le choc de ce nom face à cette dernière modernité. Il est évident aussi que, écrit il y a 100 ans, ce livre ne serait bien entendu pas passé à la postérité, il aurait été alors trop médiocre. A contrario, notre époque est probablement trop médiocre elle-même pour la littérature, c'est donc un bon livre contemporain. Bon, quant à la question de la postérité, ma foi, elle attendra. Et c'est tout ça sans doute ce que je craignais, ce que je craignais en l'ouvrant. Alors peut-être aussi devrais-je lire plus de livres contemporains, j'y retrouverai sans doute plus de mes semblables, plus de, on va dire, de sentiments partagés, comme un moment dans l'œuvre, ce malaise ressenti devant les sermons grotesques de prêtres ladres et ignorants, ce que l'on a tous vécu au moment d'un mariage, d'un baptême ou autre enterrement. Et finalement, peut-être vaudrait-il mieux lire ça que de vieux bouquins fournissant des idéaux inaccessibles d'une autre époque à des esprits névrosés comme le mien ou le vôtre si vous écoutez la vidéo. Alors c'est aussi une plongée dans le grand demi-siècle écoulé, dans cette rupture entamée depuis, j'ai dit, cette époque post-45, le plongeon définitif de la noblesse dans la vie du commun, le triomphe dernier de l'argent, une nouvelle classe établie de gens qui eux aussi ne se sont donné que la peine de naître, mais en dehors d'un nom et d'un sang bleu. Et je renouvelle mon propos après von Keyserling encore. Loin de moi l'idée de cirer les pompes de noms à particules dont je me contrebats les burnes, mais se pose simplement la question de savoir ce que nous avons gagné au change. Cette question se pose, qu'est-ce qu'un Hanouna a de plus qu'un Orléans, qu'est-ce qu'un Mélenchon a de plus qu'un marquis de Louvois? Sans doute pas grand-chose en termes de pratique. Finalement, la thèse du livre est simple: si la noblesse avait vécu son déclin politique, puis économique, puis social, il lui restait à consommer son déclin intellectuel et moral. Savoir le latin et retracer ses ancêtres depuis 1500 prémunissait sans doute du jugement dépréciatif, quand bien même survenait l'infortune matérielle. Ceci étant, qu'on se rassure, il y aura toujours une aristocratie et ainsi ira sa disparition. Encore que l'on puisse se demander quelle prévalence intellectuelle ou morale a maintenant la nôtre. Tout ça se discute. Alors il est sûr que notre auteur, notre cher Muriel de Rangervais, n'échappe pas à une certaine, fascination pervertie, imaginant
le caractère de la noblesse comme quasi cellulaire, hein, cette espèce de puissance, de chevalerie et d'héroïsme contenu, alors que, on le voit bien, la plupart se meuvent avec grand plaisir dans la fange du matérialisme et la servitude de bureau. Bon, ces illusions n'ont pas à être les nôtres non plus. Je ne saurais pas comment l'exprimer parfaitement justement, mais il y a à la fois le mépris de l'érudite, hein, puisque notre chère dame est une docteure. Donc ce mépris de l'érudite sortie du peuple pour cette aristocratie fin de race dans laquelle elle entre, et en même temps le regret de son abaissement. On sent que l'auteur aurait voulu entrer dans la noblesse par cette espèce de cour d'honneur et assumer une supériorité traduite à la fois par le sang et l'esprit. Or, elle quitte cette médiocrité de la classe moyenne pour le pourrissement de la noblesse. Elle est, comme tous les gens qui souffrent de sortir d'un milieu populaire, d'avoir dû peut-être se battre un petit peu plus, d'encore sentir parfois la morgue de gens issus de classes supérieures, j'en connais, eh bien elle est très engagée dans la lutte contre les privilèges sociaux et les distinctions de classe, et en même temps, on le ressent, ça transpire, en même temps qu'elle aurait souhaité pouvoir en jouir elle-même. Sauf que à cette supériorité de naissance, elle lui substituera toujours une autre distinction, la sienne est culturelle et intellectuelle, distinction de capacité à la naissance plus que de naissance, distinction de résolution dans la vie, d'environnement familial aussi, entre autres, ce qui ne conduira in fine qu'à la constitution de nouvelles dominations. C'est de toute façon une équation qui ne sera jamais résolue. Toute société a été et sera discriminatoire, tout le monde défendra toujours sa singularité et sa distinction. Ça n'est pas le sujet du livre, mais j'ai toujours trouvé assez étrange ces illusions personnelles égalitaires qui n'existeront strictement jamais. Alors au-delà de cette semi-fiction, on comprend bien l'idée de l'auteur. Il est impossible de déterminer ce qui relève du pur fait ou de la construction presque balsacienne imaginaire, parce que par certains traits, par le titre, par leur vie, ces deux amoureux du roman ont presque tout de la caricature, reste donc un témoignage intéressant d'un parcours, disons, d'un parcours noble sur le demi-siècle dernier. En fait, encore une fois, l'auteur fait découler leurs différences et leur parcours de ces cellules nobles qui composeraient presque chaque part de leur corps, et je pense que c'est là où commence involontairement le roman et où s'arrête le réel. Ce qui, à mon sens, est un abus parfois dérangeant, comme j'ai dit juste avant, parce que l'on assiste un petit peu au fantasme du réel d'une romancière et d'une amoureuse aussi, qui nous prive de qualité qu'elle prête aux autres par leur sang. Ce qui est un petit peu embêtant pour le lecteur issu du commun, comme vous et moi, pour la plupart des gens. Hein, où sont ces grandes âmes de la noblesse et ces néo-baillards aujourd'hui? Je crois qu'on peut douter de leur existence. Cela reste, comme je l'ai dit aussi, cette image de la noblesse, celle qui envoie ses enfants au catéchisme en se dispensant elle-même d'assister à la messe, celle dont les habitudes survivent au déclassement, ce qui aigrit les relations, celle qui s'attache en dernier ressort à toutes les apparences, l'orgueil imperméabilisant au jugement des autres, la noblesse des convertis aussi, toujours plus snob. Peut-être est-ce un intéressant cas d'espèce de gens, de gens enfermés dans la certitude d'une supériorité malgré la déchéance, ce qui est un cas de psychologie sociale d'école, ma foi, intéressant. Supériorité certes, mais aussi absence de révolte ou de réaction face à la marche du monde qui les broie, comme tout le monde. La fatalité d'un vieux nom peut-être aussi les symptômes de cette génération passive qui a regardé un petit peu passer le train jusqu'au déraillement noble ou roturier. Il n'empêche que, comme toute littérature, cette peinture du réel, ces gens, malgré le titre, c'est nous aussi, père, mère, grand-père, riche, pauvre, vulgaire, hautain, distingué, cynique, c'est le propre de la littérature, chacun se reconnaîtra sous une enveloppe ou une autre. Si certaines phrases sonnent justes, si des intuitions sont bien trouvées, il y a certaines phrases, alors je cite:
J'ai été élevé par des parents discrets jusqu'à l'effacement, que nulle passion ne dévorait, qui n'avaient pas conscience d'avoir une personnalité, un rôle sur Terre, pour qui un métier n'était pas une vocation, mais le simple moyen de recevoir un salaire, d'élever sa famille et partir en vacances, pour qui produire une œuvre, être artiste, travailler le beau, n'était pas une raison de vivre. Peut-être est-ce là la nature profonde de la société moderne, les choses et les êtres ne sont plus conformes à ce que l'on en attend, à ce qu'ils doivent être, ils sont toujours un degré au-dessous. Donc si effectivement il y a quelques phrases qui sonnent bien, qui sont très agréables, à contrario, en règle générale, le roman est assez pénible lorsqu'il erre dans cette veine du néo-narcissisme et je me rends compte du pourquoi, à chaque fois que j'en lis un, pourquoi j'ai du mal avec cette littérature moderne et cette espèce de médiocre impudicité parfois. Ces phrases molles, ces sentiments que eh bien, on a du mal à exprimer à notre époque et qui vont toujours entre le fleur bleu et le graveleux. Je vous cite un exemple de phrase un petit peu fleur bleue, voici. Je cite. J'ai presque envie de pleurnicher en le lisant. Je sais que mes propres fêlures sont trop profondes pour être le soutien solide qu'il faudrait à Guillaume, mais je suis du moins capable de l'aimer. Je suis désolé, ce genre de phrase, c'est une torture littéraire. Hein. Que l'on aime s'écrire, soit, je l'ai dit pour Malaparte, mais tout le monde n'est pas Malaparte et tout le monde n'a pas quelque chose à dire de lui. Ça peut très vite devenir, ma foi, épais et gluant comme le macadam au soleil, quoi. Tout simplement, le livre devient assez mauvais dès que l'auteur se sent dans l'obligation de se raconter. Ça, c'est la première faiblesse. La seconde, c'est qu'il y a vraiment des lourdeurs de répétition. Alors, je ne doute pas que Muriel de Rangervais puisse citer du Balzac de tête, et j'en suis profondément admiratif, mais comparer les Calini aux Atrides et à l'Orestie, toutes les 5 minutes, voilà, ça appesantit un petit peu le propos lorsque les occurrences se multiplient. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, familiale, les Atrides, ce sont les descendants d'Atrée, dont Agamemnon, dont le destin est toujours funeste, et l'Orestie, c'est la trilogie d'Échille sur Oreste qui venge son père et tue sa mère, donc venge son père Agamemnon, et tue sa mère et finit poursuivi par celle que l'on appelle les Érénies, Tisiphone, Mégère et Alecto, pour ne pas les citer, mais tout ça, on en reparlera dans quelques semaines pour conclure les vidéos littéraires, puisque nous ferons une petite vidéo sur le théâtre d'Échille. Voilà. Voilà pour le propos. Nous finissons comme d'habitude par une phrase et une note. Et je me permets juste avant de boire un petit coup. Donc une phrase et une note. Eh bien une phrase, commençons par la note plutôt. La note sera forcément 2 sur 10, hein, DE. Voilà, jeu de mots et note. Et la phrase, je cite, « Cette classe moyenne, que la grande aristocratie, en un unisson paradoxal avec la classe ouvrière, ridiculisait en l'appelant petite bourgeoise, prenait soin de ses enfants, les élevait pour en faire des salariés dociles, rompus au travail, et, s'il le fallait, elle les enverrait à la guerre de bon cœur. Elle était compatissante, vertueuse, inquiète de la place qu'elle occupait dans la société, et un peu jalouse de tous ceux qui avaient un peu plus qu'elle, néanmoins serviable, dévouée, docile au pouvoir et bienveillante envers l'État, parce qu'elle y voyait l'expression de la volonté collective et de l'intérêt général. Elle s'amusait trop, riait franchement, ses réunions de famille étaient gaies. Elle tenait à avoir dans sa bibliothèque des livres à reliure dorés, rarement lus, la liste consensuelle des auteurs de la France mère des arts et phare des droits de l'homme, La Fontaine, Molière, Corneille, Racine, Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola. Elle ne savait pas s'habiller, même avec les vêtements les plus recherchés, même en voulant se donner un air digne, semblait étonnée d'être ainsi vêtue et prenait plaisir à se contempler. Il lui manquerait inexorablement la grâce et les manières, toujours elle garderait un aspect commun, tandis que l'aristocratie conserverait le sentiment de sa supériorité, quand bien même elle aurait perdu l'apanage de l'esprit et de la culture. Bon, vous voyez cette ambivalence entre ces deux sentiments.
Voilà, qui transpire dans cette phrase. Donc, voilà pour le livre. Alors écoutez, je peux pas vous dire que c'est un mauvais livre, c'est un livre contemporain, c'est un livre de notre monde, avec eh bien, du coup, ses qualités et ses faiblesses que j'ai citées. Il y a des éléments intéressants, c'est aussi intéressant pour cette discussion très contemporaine que l'on a sur ceux qu'on appelle les boomers. Vous avez ici un cas assez différent, qui est celui d'une dilapidation de la fortune. De gens qui finalement appartiennent à ce monde de la noblesse qui se tire vers le bas quand cette classe moyenne va se tirer vers le haut et former eh bien, cette nouvelle caste de possédants. Mais c'est assez intéressant dans cette rupture qu'il peut y avoir avec le cadre habituel de ceux qu'on appelle les boomers, puisque le personnage principal, dont l'existence est assez transparente, est né en 1942, donc on est à peu près dans ces années-là, quelques années près. Donc c'est un autre parcours qui est assez intéressant. C'est aussi un choc avec eh bien, les enfants qui, eux, ont une vision assez différente. Plutôt nés à la fin des années 70 et au début des années 80, donc enfin au milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, qui ont cette vision assez différente effectivement et un côté plus rapace. Est-ce que c'est un simple personnage? Est-ce que c'est le témoignage d'une classe? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est quelque chose d'édifiant? Parfois, ça ce sera à la postérité de répondre. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un livre actuel. Si vous êtes familier de la chose et si vous appréciez, vous pouvez tout à fait l'acheter ou l'offrir. Hein, ce n'est pas une mauvaise lecture. Moi, à titre personnel, je suis dans l'incapacité de le comparer, puisque j'ai bien trop peu de connaissances dans ce qui se fait actuellement. Mais de temps en temps, je pense 1 ou 2 fois par an, on essaiera quand même de parler de choses qui se font aujourd'hui, pour garder quand même un pied dans l'actualité et le réel, et éviter de passer notre temps dans des événements qui ont déjà eu lieu et des choses déjà écrites. Voilà. Voilà pour ce soir, c'était assez rapide. En même temps, j'ai pas trop de temps, et puis le livre étant assez court, hein, je l'ai toujours dit, le contenu de la restitution est très souvent tributaire du volume de l'œuvre. Si la partie de ce que j'en ai pensé peut être très souvent de la même taille, le contenu fatalement varie avec l'ampleur de l'œuvre. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà pour ce soir. On se retrouve mercredi. Nous allons parler livre d'enfance avec Hazard. Alors, livre d'enfance, le sujet est ce qu'il est. On va voir comment on le cadre. Peut-être que ça ne le sera pas. On va essayer de cibler des livres que l'on a lus entre, disons, 8 et 14 ans, avec un intérêt pour vous, que ce soit en termes de lecture, peut-être que vous avez envie de rattraper, ou d'offrir à vos neveux, nièces, enfants, ou petits-enfants pour les plus âgés. Mais voilà, on va essayer de parler aussi de nos souvenirs. C'est un peu le principe de ça. C'est un exercice qui est assez difficile, parce que passer un certain... Alors, ceux qui ont 20 ans ou qui écoutent ça ont sans doute une vision différente, mais avec le temps qui passe, la conservation du souvenir devient un mystère. Ce souvenir de livres que vous avez lus enfant devient un exercice assez compliqué, et vous vous rendez compte que le souvenir se base sur 2 parties. Un souvenir ponctuel. Très souvent vous vous demandez d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est cette partie-là que vous conservez en mémoire et pas autre chose. Il y a beaucoup de souvenirs que j'ai, je me demande pourquoi je me souviens de tel événement ou de telle discussion. Et puis, le deuxième point, c'est la répétition. Il est très facile de se souvenir de quelque chose que vous avez lu, comment dirais-je, de souvenirs multipliés. Voilà. Si vous avez lu 10 fois le même livre, ou si vous avez fait du foot pendant 10 ans, vous aurez fatalement beaucoup plus de souvenirs que de certains autres événements. Donc ça a été un exercice assez particulier. J'ai essayé de retenir 5 livres qui m'ont marqué, et qui pourraient intéresser les gens. J'ai essayé de lier les deux, mais c'est un exercice assez délicat. Et vous avez toujours cette impression de passer à côté de plein d'autres livres.
Voilà, donc voilà pour mercredi. Vendredi, session 8 de notre partie en ligne à 15 joueurs, enfin 16, mais un n'est plus présent, donc sur Europa Universalis 4. Et finalement, dimanche, nous allons voyager comment dirais-je, d'un point de vue terrestre et d'un point de vue temporel, puisque nous parlerons du lieutenant Burda de Ferdinand van Saar, et donc nous nous transporterons dans la Vienne de la fin du 19e siècle. Pour une restitution qui sera d'ailleurs aussi assez courte, pour le coup, parce que le livre est encore plus court. Voilà pour ce soir. Merci à tous. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve après-demain. Et d'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien.